Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Et cette semaine, on va s'offrir, un peu malgré nous, un retour dans le temps et une émission qui parlera aux jeunes et surtout aux moins jeunes d'entre nous. Je ne dis pas ça pour mes invités, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, cette semaine, on accueille avec plaisir le retour de Patrick Béja. Bonjour Patrick. Bonjour Melinda, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très bien. Ça me fait bien plaisir de t'avoir pour une fois que tu es de passage en France. Oui, la dernière fois, on était dans un salon un peu bruyant. Maintenant, c'est le Vivatech. calme. T'as vu comment c'est calme ici, c'est animé, c'est calme. Donc voilà, podcasteur, on te retrouve dans le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Voilà, à écouter religieusement chaque semaine. Tout à fait. Et avec toi, Guillaume Leviac, anti-star pour ceux qui l'auront reconnu, journaliste et streamer, un ancien de chez jeuxvideo.com. Comment ça va ? Eh ben ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation déjà, parce que c'est ma grande première ici. C'est très très plaisir. Et écoute, nous aussi, on est ravis de t'avoir avec un beau t-shirt qui va être une des thématiques. Toi qui as quand même la réputation d'être très Nintendo, là tu fais des infidélités. J'ai la réputation d'être très Nintendo, d'être très Mario, c'est pour ça que j'ai mis un t-shirt Sonic. C'est hyper d'accord, voilà. Cette émission part sur de bonnes bases. Eh bien, justement, tu es totalement dans l'actualité et on est parti sur l'actu à chaud, justement, Sonic Mario, le retour. Donc, on l'a dit, la semaine dernière, on a retrouvé deux anciennes gloires des années 90, alors qui sont toujours d'actualité, on ne va pas se mentir, mais quand je dis ça, c'est parce qu'on les a retrouvées dans leur forme un peu d'antan. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, messieurs ? Antistar. Oui, complètement, parce qu'effectivement, qui parle de forme d'antan parle de gameplay en 2 dimensions. Mario et Sonic, ce sont 2 personnages dont les premières aventures ont commencé avec de la plateforme en 2D, qui se sont aventurés sur le terrain de la 3D avec beaucoup de réussite pour l'un et beaucoup moins pour l'autre. On va pas par des termes. Il y en a un qui a perdu sa console aussi entre-temps. Il y en a un qui a perdu sa console, c'est ça. Il y en a un dont la console écrase tout depuis quelques années et l'autre, maintenant, il est sur toutes les consoles. C'est un petit peu bizarre. On nous aurait dit il y a 20 ans que Crash Bandicoot serait une propriété de Microsoft et que Sonic serait sur toutes les machines, sauf Sega, vu qu'il n'y a plus de machine Sega. On se dit, mais il s'est passé quoi en fait ? Mais il est toujours là, Sonic. Donc Sonic revient dans Sonic Superstar. Super Mario revient avec Super Mario Bros. Wonder. Patrick, est-ce que tu as mis la main sur ce nouveau Super Mario ? J'ai mis la main sur Super Mario, j'ai mis la main sur Sonic aussi, un petit peu moins. Je dois avouer que je suis plus de l'école Nintendo traditionnellement, mais j'ai l'impression que dans la réalité de ces jeux, de ces nouveaux jeux, on a quand même une formule qui fonctionne mieux que l'autre. Et clairement, Super Mario Wonder réinvente le Mario 2D d'une manière un petit peu surprenante, et qui donne envie de continuer à découvrir ce que Nintendo a à nous proposer. Là où Sonic, on va dire, revient vers ce qu'il savait faire de manière un peu plus sage. Pas complètement, mais un peu plus sage. Alors, Antistar, raconte-nous ce Super Mario. Oui, tout à fait. En plus, je suis vraiment en plein dedans parce que... Vraiment littéralement tu dans le... pas de streamer Super Mario, je t'ai vu. Je n'arrête pas de faire du Mario et là, dans le TGV avant d'arriver ici, j'ai débloqué l'accès à ce qui est normalement le tout dernier des derniers niveaux bonus du jeu. Donc voilà, on va dire que le jeu, j'ai passé mes 4 derniers jours quasiment à fond dessus. En quoi il est différent ? Sur Sonic, effectivement, je dois la mettre. En quoi il est différent ? Alors on dit c'est le retour de la 2D plateforme, donc à l'ancienne, vraiment on retrouve un peu cet esprit des premiers Mario années 80. C'est ça. Qu'est-ce qu'il apporte de différent ? Parce que mon avis à moi, j'ai retrouvé mes fondamentaux dessus, les codes du jeu, la musique. Alors elles sont retravaillées, modernisées, mais enfin on retrouve la musique, on retrouve même le saut sur le drapeau à la fin. Oui, tout à fait. En quoi il est différent alors ? Il faut savoir que Mario, effectivement, a été popularisé par Super Mario Bros. En 1985, qui a été pendant très longtemps le jeu le plus vendu de tous les temps. Et quand Mario s'est mis à la 3D avec la Nintendo 64 puis la GameCube, c'est vrai qu'on ne le voyait pas trop revenir sur de la 2D. Et quand la DS a tout explosé sur son passage à sa sortie en 2005, on a eu cette surprise d'un reboot de la licence Super Mario Bros. Avec New Super Mario Bros. C'était un petit peu finalement pour que les anciennes générations retrouvent le plaisir des jeux d'il y a 20 ans et que les nouvelles découvrent qu'est-ce que c'était finalement que les origines de Mario, le platformer 2D. Et puis le New Super Mario Bros, il y a eu 4 jeux, le dernier date de 2012. Après ça, Nintendo a un peu arrêté les Mario 2D. Il y a eu la formule Mario Maker qui a laissé supposer que ils ne fabriqueraient plus jamais de nouveaux jeux inédits d'eux-mêmes, ils laisseraient littéralement les joueurs le faire. Voilà, pour ceux qui ne se souviennent pas de Super Mario Maker, c'était la fabrication de niveaux, et donc évidemment tous les nostalgiques se sont mis à refaire des niveaux. Ils ont donné les clés du design de niveau Mario avec toutes les possibilités qu'ils avaient créées pendant 2 décennies
aux joueurs. Même 3. Ils ont dit, et même 3, c'est le jeu des 30 ans, littéralement, sur la boîte de Mario Maker. Il y a marqué Super Mario Bros. 30e anniversaire. Oui. Mais du coup, le Wonder est un petit peu un moyen de réimaginer ce que peut être un Mario 2D en... c'est toi qui le disais très bien il y a quelques jours, en essayant de surprendre et de recréer ce sentiment d'émerveillement face à ce jeu au moment où il est sorti il y a 30 ans. Je trouve qu'ils y arrivent pas mal. C'est exactement ça, puisque donc, si j'ai cité le cas de New Super Mario Bros, c'est parce que ça faisait office, entre guillemets, de premier reboot donc de la licence Super Mario Bros. Là, c'est une espèce de deuxième renaissance encore de ce modèle platformer 2D, un moment où on ne l'attendait pas, vraiment, pour le coup. On remet quand même le contexte. En mai dernier, il y a Tears of the Kingdom qui sort, c'est un monument, et on a l'impression que ça va être le dernier grand jeu vidéo de la Switch. On n'a pas de nouvelles d'un nouveau Mario, on attend plus ces nouvelles d'une potentielle Switch 2, et puis dans le Nintendo Direct fin juin, on a tout à la fin un trailer d'un Mario 2D hyper coloré, hyper psychédélique, j'ai envie de dire. On n'a pas vu venir. On n'a pas vu venir. Et en fait, cette annonce en elle-même, elle synthétise l'état d'esprit de ce Mario. C'est, vous n'allez pas du tout voir venir ce qui se passe dedans. L'un des slogans qu'on voit sur les panneaux de pub du jeu, c'est « Attendez-vous à l'inattendu ». Et il y a un peu de ça. C'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est un platformer 2D Mario, comme tu l'as dit, où on retrouve toutes les bases des vieux Mario, où tu as quand même ce système où tu cours, tu sautes, tu tapes dans des blocs, tu sors des champignons, des fleurs, et à la fin des niveaux, effectivement, tu t'accroches à un drapeau. Par contre, tu as une toute nouvelle direction artistique qui, pour le coup, vraiment ose quelque chose dans un Mario. Les New Super Mario Bros. Étaient un peu uniformes. Il est très très beau, faut quand même le dire. Beau, coloré, très bien animé. Très bien animé, effectivement. On sent en fait qu'il y a eu un film d'animation qui est passé par là cette année et qu'il y avait un besoin de moderniser finalement ce qu'est Mario, notamment pour ce public qui l'a peut-être découvert avec le film aussi. On aurait ressorti littéralement un nouveau New Super Mario Bros, ça aurait été une erreur, vraiment. Il fallait absolument mettre un coup de jeune à cette formule. Et New Super Mario Bros, c'est né comme ça. Plutôt pas mal. Ce qui est particulièrement... la vraie particularité de ce jeu, c'est l'une des fonctionnalités qui s'appelle les fleurs merveilleuses, je crois. Les fleurs prodigieuses. Les fleurs prodiges, ouais. Prodigieuses, qui, dans chaque niveau, apparaissent à un moment et vont complètement modifier le niveau d'une manière inattendu, vraiment. Ils insistent beaucoup là-dessus dans leur communication. Et c'est vrai que quand on attrape cette fleur, le niveau est transformé avec des tuyaux qui se mettent à bouger, des bulles qui apparaissent de Surtout, partout. Surtout, c'est différent d'un niveau à l'autre. C'est ça que j'ai bien aimé. Il n'y a pas une espèce de mécanique répétitive d'un niveau à l'autre. Chaque niveau, on commence à anticiper avec délectation ce que le niveau va pouvoir nous proposer parce qu'on n'a aucun moyen de s'attendre à ce qu'il va pouvoir proposer. Et je trouve que c'est ça qui fait vraiment le sel d'un nouveau Mario qui, en dehors de ça, est quand même ce qu'on pourrait attendre d'un nouveau Mario, avec des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux ennemis, des nouveaux déguisements. Mais ce moment des fleurs prodiges dans chaque niveau, on s'en délecte à l'avance. J'avoue, ouais, c'est un peu le côté quand même du jeu, il s'appelle Super Mario Wonder, on s'était demandé, c'est ce côté merveille quand on a la graine. Moi j'ai trouvé que c'était très Alice au pays des merveilles, il a un côté un peu psychédélique, psychotrope. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris chez Nintendo pour avoir l'idée, mais c'est quand même... Faut quand même pas oublier que Mario, à la base, c'est quand même un plombier qui consomme un champignon et qui devient... Ils sont allés au bout du concept, t'es en train de dire. Littéralement, ça devient un super-héros parce qu'il a bouffé un champignon. C'est déjà un peu bizarre à la base. Je trouve que ce jeu, personnellement, ne devrait pas être Peggy 3. Il fait quand même l'apologie de la consommation de substances un peu bizarres. Un peu illicites. Ouais. Soyons clairs. Alors, il y a quelques trouvailles, je trouve, dans le gameplay. Comme on a dit, pour les plus anciens, on retrouve des réflexes, on retrouve des choses. Les environnements, même si on a changé de royaume, nous ne sommes plus au royaume des champignons, mais au royaume des fleurs, pour vous dire aussi ce qu'ils ont consommé. L'éléphant. Parlons de cette transformation en éléphant, qui est quand même pour moi un truc tellement génial dans le jeu. Ça m'a fait rire. C'est inutile, mais tellement bien. Ouais, alors ce qui est marrant avec l'éléphant, ça me rappelle les îles célestes de Tears of the Kingdom. On a l'impression que toute la communication a été mise dessus et finalement c'est une toute petite partie de ce que je propose. C'est anecdotique dans le jeu, c'est une des transformations. C'est une des transformations, c'est la plus drôle, elle est très maîtrisée. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'elle s'adapte à chaque personnage. Les transformations qu'on a de Peach ou de Daisy en éléphant sont absolument fabuleuses. Et oui, c'est très très drôle. Ça a un côté justement très film d'animation, complètement décalé. On sent qu'on est passé de... On fait un platformer 2D où on maîtrise notre gameplay, on fait en sorte que ce soit, ça parle aux vieux comme aux jeunes, à
on est toujours les maîtres du gameplay, mais on veut vraiment que vous ayez l'impression de jouer un peu à un film d'animation en 2D. Alors, oui, vas-y Patrick. Non, c'est vrai que l'éléphant est finalement une partie très drôle, mais assez congrue du jeu. Là où on a un vrai apport, c'est qu'ils ont retenu les leçons des Mario faits en 3D, qui sont vraiment des pépinières d'idées différentes. Et ils ont intégré ce concept ou cette manière de faire dans Mario Wonder, et on a des centaines, des milliers d'idées différentes, effectivement. Dans chaque niveau, on a quelque chose d'un petit peu nouveau. Et l'éléphant, qui est si marquant, n'est qu'une de ces nombreuses idées. Le marteau-piqueur est bien trouvé aussi. Hein. Enfin, je ne sais pas comment on doit l'appeler. Mais... La foreuse. La foreuse, voilà. Moi, j'appelle ça le marteau-piqueur. On a les bulles, et même les ennemis sont tous surprenants. On a des mécaniques de gameplay. Ça fonctionne, oui. Je rebondir sur ce que tu as dit quand tu as parlé des centaines, milliers d'idées. Nintendo eux-mêmes, dans leur communication, quand ils ont annoncé le jeu, ont dit c'est un cas un petit peu particulier dans notre histoire parce qu'on a laissé vraiment carte blanche à l'équipe de développement qui a eu à peu près, ils ont dit 2000 idées de gameplay en tout durant leur réflexion. On a le sentiment que Nintendo a tellement capitalisé sur la Switch et sur ce succès qui n'était peut-être pas aussi, qui n'était peut-être pas prévu finalement de leur côté, pour se dire allez, on va se faire plaisir sur un jeu qu'on n'avait pas du tout mis dans notre planning à la base, et on donne libre cours vraiment à la créativité des développeurs, et il en résulte un jeu pareil finalement. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que ce n'est pas non plus un jeu qui montre qu'on arrive à la fin de la Nintendo Switch, et que voilà, après ce sera mieux, il aurait peut-être pas été adapté à une console plus puissante, il est très bien là où il est. Je ne sais pas si on est forcément... Enfin, Nintendo n'a jamais, évidemment, couru après la puissance pour tout un tas de raisons qui les avantagent bien. Il est moins ambitieux que Zelda, par exemple. Complètement, on est d'accord. Mais je crois que c'est sans doute le dernier gros jeu de la Switch, parce que c'est le dernier gros jeu de la Switch dans le calendrier. Je ne pense pas que... Tu crois pas Peach, je ne sais plus comment il s'appelle. Si, Peach Showtime. Ouais. Oui, je ne pense pas qu'il sera l'un des gros jeux de la Switch non plus. Mais je crois que pris indépendamment du calendrier de Nintendo qui est de plus en plus clair aujourd'hui et qui correspond un petit peu à nos attentes et à notre frustration d'une machine sous-puissante finalement, la Switch, malgré son succès, on lit peut-être un petit peu ce qu'on veut lire dans les qualités et l'existence de Mario Wonder. Mais bon, de fait, il est certain qu'il sera le dernier gros de cette génération. Est-ce que ce n'est pas ça la Switch finalement ? Un jeu Mario Wonder comme ça, qui sort de nulle part, qui est adapté tout public, parce qu'on parle pour les enfants, formidable, malgré les psychotropes. Pour les plus grands, on va dire plus grands pour être sympa, on y prend. Moi, je prends un plaisir absolument fou sur ce jeu depuis sa sortie. J'y ai passé je ne sais pas combien d'heures aussi, parce que j'ai un plaisir vraiment de jeu plateforme 2D. Est-ce que c'est pas l'essence même de la Switch, ce jeu? Je dirais même que c'est l'essence même de Nintendo, d'une manière générale. Nintendo a toujours voulu mettre au cœur de ses préoccupations le plaisir de jeu. Ils veulent que leur jeu soit clair, accessible, facile à jouer, facile à comprendre par tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que Tears of the Kingdom à côté est un peu une anomalie. Bon, ça n'a pas empêché de très bien marcher. Ce Mario, là aussi où il synthétise la Switch, c'est qu'effectivement, tu l'as très bien dit Patrick, c'est une console, on le sait, qui en termes de puissance est à la ramasse par rapport à la concurrence. D'ailleurs, Nintendo ne voit pas les autres consoles comme une concurrence. On sent qu'ils sont... Ils ont raison, ils sont tout seuls dans leur bulle. Hein, ils ont raison. Ils ont raison. De toute façon, ils ont la console qui se vend le mieux d'un marché où ils ne cherchent même pas à concurrencer les autres. Ils sont quand même très forts. Mais tu vois, tu as un jeu comme Super Mario Odyssey qui est sorti en 2017, dont tout le monde a attendu pendant toute la génération une suite. Tout le monde a voulu, qui est un Mario Odyssey 2. Ouais. On se retrouve en fin de génération, au moment où on espère peut-être un Mario Odyssey 2 en guise d'adieu à la Switch, en guise de chant du cygne, on se retrouve avec un Mario 2D, un Mario complètement barré, effectivement super beau, plein d'idées de gameplay, et effectivement je pense que c'est une façon de Nintendo de dire, c'est toutes ces idées de gameplay, on en a des tonnes, le problème c'est que dans un jeu 3D, la Switch ne nous permet plus de le faire, on est trop limité avec cette console, donc on va tout mettre sur un jeu 2D, parce que mine de rien, la Switch est une console en plus parfaite pour ce genre de jeu. Et puis, quand même, un petit peu rappeler que voilà, le jeu 2D, il n'est pas mort, malgré tout. C'est pas réservé aux indépendants, c'est pas réservé aux gens qui font du speedrun. Ça peut être encore un type de gameplay aujourd'hui qui est très populaire et qui va marcher auprès de tout le monde. Eh bien, très bien, tu m'as fait une transition toute trouvée sur le concurrent qui est revenu aussi en 2D après un léger raté en 3D, qui est Sonic. Alors là... On fait la jonction années 90 et vous allez voir, sur le plateau, c'est pas le même mood. Patrick fait déjà des grimaces. Sonic Superstar.
On est d'accord pour dire qu'on revient un peu aux fondamentaux de gameplay du Sonic des années 90, qui a quand même marqué une sacrée génération de joueurs aussi, parce que c'était un peu l'anti, justement, Mario. Il arrivait avec ses déboulés à gogo, ses pics, ses contrôles très difficiles, qui sont toujours difficiles, mais je trouve que ça, moi j'aime bien. Je sais que beaucoup de gens ont crié, mais moi j'aime bien. Patrick n'aime pas. Alors, évidemment, la licence et le personnage et le type de gameplay ont ses fans, donc je ne veux offenser personne. Moi, je ne suis pas aussi client. Il faut prendre ça en considération dans mon jugement de ce jeu. Sonic est une licence un petit peu tragique parce qu'elle a été assez mal exploitée, je dirais, par Sega, son créateur, pendant de nombreuses années. Et les fans ont un petit peu, avec Sonic Mania notamment, donné il y a quelques années une leçon à Sega, avec leur bénédiction, de ce que pouvait être un Sonic classique. Après s'être aventuré dans différents domaines, Sega revient avec donc ce Sonic Superstar. Tous ces héros. Et avec tous ces héros, avec un jeu qui est vraiment dans l'esprit de ce que faisaient les qualités de Sonic dans les années 90. Le problème, qui s'applique à vrai dire à de nombreux jeux et de nombreux développeurs, c'est que dans une période et une année où un jeu ne peut pas se contenter d'être juste bon pour sortir du lot, il faut qu'il soit excellent, parce qu'on a tellement d'offres, tellement de qualités, tellement de surtout succès. Cette année. Surtout ce mois-ci, oui. Et surtout ce mois-ci, en plus. Eh ben, un Sonic Superstar, je dirais, un petit peu hasardeux, j'irai pas jusqu'à dire paresseux parce que c'est exagéré, mais qui demande un certain investissement et qui a quand même pas, qui est pas aussi accessible que d'autres titres qui sortent en ce moment. Eh ben moi, je trouve que je crains qu'il ait du mal à convaincre un public plus large que celui qui lui est déjà acquis. Je vais le dire comme ça. Ouais. Tu es du même avis, Tristan ? Je suis effectivement du même avis. Il y a un problème déjà de calendrier. C'est ce qu'on s'était dit avant d'enregistrer. On s'est dit, ce jeu sort à un moment, on a l'impression que Sega a envie littéralement de le passer sous le tapis. Alors que s'il avait sorti pendant un gros creux d'actualité, au le moins, mois prochain, par exemple, notamment. Au moins, tu vois, il aurait fait parler de lui. On se serait rendu compte parce que c'est pas un mauvais jeu, c'est un bon jeu. Maintenant, il souffre de cette comparaison évidente avec Mario Wonder. Encore une fois, pour des raisons de calendrier, mais c'est pas comme s'il y avait que Mario. On sait que c'est un mois où il y a tout. Il y a Assassin's Creed, il y a Forza, il y a Spider-Man, il y a Alan Wake. Bon, c'est le pire mois pour sortir son jeu, sauf si tu es Mario ou Spider-Man, j'ai envie de dire. Le problème de ce Sonic, c'est que la comparaison avec Mario, elle est évidente, parce que oui, tu as ces deux héros qui se sont fightés dans les années 90, qui se retrouvent à nouveau en frontal à 3 jours d'écart. Pourtant, Sonic, ça reste le seul, pour moi, héros, la seule mascotte qui a réussi à rivaliser avec Mario et à remettre Mario en question. Quand Sonic the Hedgehog sort sur Mega Drive en 91, à ce moment-là, Nintendo a sorti Super Mario World, on a la Super NES en face, et Sega a cette image très cool, très ado, là où Nintendo a ce côté effectivement peut-être un peu plus gamin. Sonic, il est puissant, il va vite, on a l'impression d'une démo technique vraiment avec ce premier jeu sur Mega Drive qui est un jeu vraiment culte. Et en fait, c'est sans lendemain. Quasiment. C'est-à-dire que Sonic, quand il passera à la 3D, ça ne convaincra qu'une petite poignée de fans. Et il n'y a jamais eu de grand Sonic 3D. Hein. Désolé, mais je pense qu'il n'y en a pas. On aurait voulu. On aurait bien voulu. On aurait voulu. Et l'idée de Sonic Superstars, elle est intéressante parce qu'effectivement, ça revient à des fondamentaux qui sont ce qui marche le mieux avec Sonic. Le souci, c'est qu'il n'arrive pas à aller sur le terrain de Mario Wonder, c'est-à-dire de recréer vraiment ses fondamentaux, de refaire une espèce de reboot complet de la licence Sonic qui donne l'impression de ne pas jouer au même jeu. Avec Mario, on est sur quelque chose de complètement inattendu. Vraiment, on est constamment surpris. Avec Sonic Superstars, c'est beau, c'est fluide, ça se joue en plus à 4 avec 4 héros, mais on a l'impression en fait c'est déjà d'avance ce qui va se passer. Il y a un niveau qui est clairement le niveau qu'on a laissé dans les années. On voit les images, pour ceux qui regardent les images, on a ce niveau à l'ancienne. Alors moi j'ai bien aimé Sonic parce qu'on retrouvait des fondamentaux. Je suis tout à fait d'accord sur le manque de créativité. C'est ça. Il n'y a pas ce petit truc en plus dans Sonic. Alors à qui il parle ? Pour qui il est fait ce jeu ? Pour les fans de Sonic. C'est ça. Et finalement, on sent que le jeu n'est pas incroyablement ambitieux et peut-être qu'ils sont très satisfaits de cibler les fans de Sonic qui sont déjà fans de Sonic, leur offrir un jeu qui va correspondre à ce qu'ils ont toujours aimé. Et peut-être que ça suffit. C'est juste qu'effectivement, si on ne sait pas déjà que c'est un jeu pour nous, eh bien, peut-être qu'on aura du mal à être convaincu. J'aimerais ajouter quand même le fait que, peut-être
particulièrement aux États-Unis. Sonic, grâce aux films qui ont été un succès un peu de surprise, il a ses films aussi, lui. C'est vrai. A quand même eu un regain de popularité. Moi, mes amis américains me disent « Mes enfants n'ont Dieu que pour Sonic ». Donc, peut-être qu'effectivement, il y a cet attrait que nous, on minimise parce qu'on n'est pas forcément la cible, mais peut-être que certains spectateurs ou auditeurs nous diront « Ah, mais tu te rends pas compte, Sonic, on ne parle que de lui à la maison, c'est possible. » Tu veux dire qu'il ne serait pas pour les vieux? Ce ne serait pas une Madeleine de Proust pour les vieux? Écoute, peut-être les deux, finalement. C'est juste pas pour moi. Alors, justement, en parlant de ça, parce qu'on va pas s'étendre plus sur Sonic, qui nous a moins convaincus que Super Mario, je trouve, vous allez me dire si vous êtes d'accord, que ce retour de Super Mario et de Sonic en 2D, allié à d'autres jeux qui sortent type Robocop, qui revient, Rock City, alors qui revient quand même avec les traits et la voix de Peter Weller. Alors, quand on dit les traits, oui, le bas du visage, je vous l'accorde, mais qui est un jeu qui se veut exactement dans la lignée du film des années 80. Est-ce qu'il y a, vous sentez vous aussi, cette tendance à aller chercher des héros? Alors, on parlera aussi Inspecteur Gadget qui revient, Goldorak, d'aller chercher des héros d'enfance, de jeunesse, des personnages emblématiques des années 80 pour la génération que nous sommes un peu messieurs. Bah, c'est assez évident, hein. Je crois qu'on a toujours cette volonté, en partie commerciale, d'aller chercher les choses qui pourraient marcher. Et après la mode des années 60-70, on arrive aux 80-90. Et on est dans une situation un petit peu particulière peut-être, où les canons de la pop culture de l'époque étaient particulièrement décriés, critiqués, au moment où ils étaient populaires avec la jeunesse. Cette jeunesse, 20 ou 30 ans plus tard, est en âge de dire ce qu'elle aime elle-même et de dicter, de donner le là dans la culture. Alors ça donne des choses comme le succès des films de super-héros, la légitimisation des jeux vidéo, et peut-être de l'argent un petit peu, j'ai pas envie de dire facile, mais la possibilité de ramener des franchises qui, à cette époque, avait un succès évident, mais évoque quelque chose chez les gens qui étaient jeunes à cette époque. Et donc, j'imagine que la licence Robocop, pour parler de lui, n'est pas hors de prix, et en faire un jeu peut peut-être parler à des gens à qui ça rappellera de bons souvenirs, on va dire. On a Robocop, on a aussi Inspecteur Gadget, Goldorak, là on est sur des héros. Est-ce que c'était tes héros d'enfance? Alors non, un peu plus jeune que nous, hein, je suis quand même. un petit peu plus jeune, effectivement. Moi, j'ai 37 ans, mais mon héros d'enfance, c'est Mario. C'est vraiment, j'ai grandi avec Mario. C'est vrai que autant je suis pas forcément le public d'un reboot de Robocop ou de Goldorak. Par contre, je comprends cette nécessité parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a un public qui, quand il jouait à ce genre de jeu, qui regardait ce genre de film, on avait effectivement l'impression qu'on les diabolise un peu, comme on diabolise les jeux vidéo, hein, souvent finalement dans les médias généralistes. Et ces gens, comme tu le dis, aujourd'hui, ils ont voix au chapitre, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent aussi s'exprimer à travers leur portefeuille, hein, clairement, c'est ce qu'on a expliqué. Et ça se voit d'ailleurs avec les sommes indécentes qui sont mises dans le rétro gaming aujourd'hui, finalement. Tous ces gens qui ont aujourd'hui un pouvoir d'achat, qui peuvent racheter les jeux qu'ils ont eus quand ils étaient enfants, pour le souvenir, tout ça, ce sont aussi des gens, effectivement, qui vont vouloir acheter un jeu qui correspond aux licences qu'ils ont connues étant enfants. Tu as un jeu Goldorak, effectivement, qui va sortir chez Microids prochainement. Ça parle à énormément de gens, Goldorak. Et pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des générations qui n'en ont jamais entendu parler, mais ça peut être une licence qui se partage entre générations. Microids, ils y vont fort, parce qu'ils ont l'Inspecteur Gadget, ils ont Goldorak, il y a Cobra, un jeu Cobra qui arrive. Ils renouent, alors là, pour les vieux gamers, avec Flashback, qui ressortent 30 ans après la licence Flashback, et Tintin aussi. Tintin, ils y vont partout quand même. Mais il y a toutes les BD, en fait. Toutes les BD franco-belges sont chez Microids d'une manière générale. Les BD, les dessins animés, c'est très malin parce que Microids est un studio qui n'a pas des moyens infinis. On ne parle pas d'un gros éditeur comme Ubisoft ou EA ou d'autres. Et donc, ils doivent, de manière intelligente, avec discernement, aller chercher des licences qui vont pas détruire leur portefeuille et en même temps être suffisamment oubliées ou pas être suffisamment exploitées dans ces médias pour pouvoir en faire quelque chose d'intéressant et développer avec des budgets raisonnables des jeux qui parleront à ce public, qu'on parle de... Alors, Tintin a peut-être un petit peu plus un attrait universel, mais quand on parle de Goldorak, par exemple, il est évident que quand on entend le cornofulgure dans le trailer... La musique, le générique. Il ne passe même pas par les oreilles et le cerveau, il touche directement le cœur. C'est exactement ça. Donc, ensuite, alors... Il faut peut-être que les jeux soient au moins corrects,
c'est compliqué, mais c'est possible. Mais on n'a pas forcément besoin de faire un chef-d'œuvre pour avoir une opération à la fois commerciale et culturelle qui soit satisfaisante pour tout le monde. Et qu'on peut passer aux enfants. N'oublions pas que cette génération-là, Totalement, ce ça. sont les parents d'aujourd'hui qui vont... voilà, moi je suis une grande fan dans cette émission, tout le monde le sait, de Flashback. Donc je fais un lobbying de folie et j'ai déjà essayé de convertir ma fille à Flashback pour lui dire, regarde, il y en a un plus pour toi que le premier. Il y a ça aussi. On sait que l'âge moyen du joueur français, c'est 40 ans. Alors quand on dit ça, c'est console, PC, mobile aussi un petit peu, mais mine de rien, ça dit aussi quelque chose aujourd'hui de ceux qui peuvent acheter et de ceux qui sont visés. Donc, C'est normal, j'ai envie de dire, c'est un public qui a grandi avec ça. Les jeux vidéo sont démocratisés depuis les années 80, donc forcément, il y a de plus en plus de générations de joueurs qui sont impliqués. c'est la génération la plus fidèle à un jeu, à des souvenirs. C'est possible, ouais, parce qu'effectivement, c'est celle qui a grandi avec le jeu vidéo. En fait, elle a grandi en même temps que le jeu vidéo. Le jeu vidéo, aujourd'hui, il évolue pas de la même manière. Aujourd'hui, c'est vraiment une évolution technologique. Là où à l'époque, tu avais une vraie évolution de gameplay, plein d'icônes qui arrivaient. Je veux dire, on voyait arriver Mario, Sonic, Lara Croft, etc. Bien sûr, il y a toujours des nouvelles licences qui arrivent. Bien sûr, il y a toujours une évolution technologique, mais c'est pas la même chose, je trouve, qu'il y a 20-30 ans. Je crois qu'effectivement. Un dernier mot, vas-y. On a la différence, c'est que pour les gens de cet âge, je crois que le jeu vidéo fait partie de notre identité d'une manière que les adolescents qui jouent à Fortnite ou d'autres jeux qu'ils aiment beaucoup, c'est l'un des loisirs qu'ils vont exercer, peut-être moins que on le ressent nous. Bon, messieurs, on n'aura pas le temps de parler de vos coups de cœur du moment. On n'a fait que du rétro. C'est pas grave. Parce qu'on est des vieux aussi et qu'il en faut pour nous. Merci à vous d'être venus, Guillaume. Merci on te beaucoup. retrouve où ? Sur Twitch, pseudo Antistar. On me retrouve aussi dans la rubrique jeux vidéo Phone Android du Figaro, où je fais des tests, des articles anniversaires aussi sur des licences, sur des consoles. Et puis aussi sur un podcast hebdomadaire qui s'appelle les Nintendo Bros, sur la chaîne de Ken Bogard, où on parle de l'actualité Nintendo toutes les semaines. Eh ben parfait. Patrick ? Dans vos apps de podcast, le rendez-vous tech où on parle de l'actu tech toutes les semaines, le rendez-vous jeu où on parle de l'actu gaming toutes les semaines avec des invités sympathiques et prestigieux. Et vous retrouverez ça si vous recherchez dans votre app de podcast ces noms-là, vous les retrouverez, ou alors sur notepatrick.com. Voilà, vous savez tout. Merci à vous, messieurs, en tout cas, d'être venus dans cette émission. Et on se reverra très, très vite. Vous aussi, vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co aussi, en podcast partout aussi également, et sur la plateforme RMC BFM Replay. Et on se dit à la semaine prochaine. On sera à la Paris Games Week cette fois. Donc ne manquez pas le rendez-vous et jouez bien. Ciao, ciao.